Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, débat, reportage, chronique et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours à 18h et 22h sur Public Sénat avec un double objectif, donner du sens à l'actualité et vous proposer des clés de compréhension des crises que nous traversons. Et justement, c'est à Paris que le sort de la guerre en Ukraine se discutait aujourd'hui. Emmanuel Macron a reçu le secrétaire d'État américain Marc Rubio en présence d'émissaires ukrainiens, allemands, britanniques. Donald Trump a-t-il finalement besoin de l'Europe pour trouver une solution? Est-il en train de se faire rouler dans la farine par Vladimir Poutine? L'armée russe prépare-t-elle une offensive de printemps et quels sont les moyens de l'Ukraine d'y résister? On en débat juste après ces titres. Et puis dans la seconde partie de notre émission, c'est en Syrie que je vous emmène, plus de 4 mois après la chute du dictateur Bachar al-Assad. Nous avons choisi des personnes qualifiées et expérimentées, sans appartenance idéologique ou politique particulière. Leur seule préoccupation est de reconstruire ce pays et cette nation. Les islamistes qui ont provoqué la fuite de Bachar ont-ils accaparé le pouvoir? Quelle place laissent-ils aux minorités kurdes, chrétiennes, alaouites? Les femmes voient-elles leur liberté se réduire dans 3 quarts d'heure? Gros plan sur un pays au bord du chaos qui menace de se disloquer sous la pression de ses puissants voisins turcs et israéliens. Mais d'abord, donc, le destin de l'Ukraine et le récit des discussions qui se sont tenues cet après-midi à l'Élysée avec Flora Sauvage. Des négociations au point mort pour tenter de trouver une issue à la guerre que Moscou mène en Ukraine depuis plus de 3 ans. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain et l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, sont arrivés à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Des discussions que l'entourage de Vladimir Poutine ne voit pas d'un bon œil et regrette que les Européens tentent d'interférer dans le dialogue bilatéral entre Moscou et Washington. Les discussions avec les États-Unis ont été extrêmement productives, mais de nombreux gens, structures et pays tentent de perturber notre dialogue avec les États-Unis. Washington mène une propagande très active contre la Russie dans les différents médias. Alors que l'émissaire du président ukrainien vient d'atterrir à Paris pour rencontrer des représentants américains et européens, Volodymyr Zelensky a réitéré avant-hier son appel au respect du cessez-le-feu par Vladimir Poutine. Depuis 35 jours maintenant, Poutine ignore la proposition américaine de cessez-le-feu complet. Les récentes frappes russes sur Kryvyi Rih, Soumy et d'autres villes démontrent que les Russes sont non seulement déterminés à poursuivre la guerre, mais qu'ils exercent eux-mêmes des pressions sur l'Occident plutôt que de subir la pression. Si les discussions diplomatiques s'intensifient sur le terrain en Ukraine, les combats se poursuivent. Lundi dernier, une frappe russe sur la ville de Soumy a causé la mort de dizaines de civils et fait plus d'une centaine de blessés. Vladimir Poutine a-t-il roulé Donald Trump? Le président américain a-t-il de nouveau besoin de l'Europe? On en débat tout de suite avec le général Dominique Trinquant. Bonsoir, bienvenue. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et vous publiez D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont. Patricia Lémonière, bonsoir et bienvenue. Grand reporter, spécialiste des relations internationales. Et je cite évidemment votre livre Au cœur du chaos, publié aux éditions Artaud. Jérôme Viala-Godefroy, bonsoir et bienvenue. Vous êtes docteur en civilisation américaine, chargé de cours à Sciences Po Paris et auteur de ce livre Les mots de Trump chez Dalloz. Et Sophie Dravinel, bonsoir Sophie. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous, éditorialiste politique. On va évidemment revenir longuement sur ces discussions à l'Élysée, mais il ne faut pas oublier malheureusement que la guerre continue, Dominique Trinquant. L'armée russe, est-ce qu'elle continue de progresser sur le territoire ukrainien ou pas? Non, alors elle ne progresse pas. Ou vraiment au millimètre, il faut regarder ça à la loupe. Hein. La dernière offensive russe, en fait, c'est la reprise de Koursk, la poche que les Ukrainiens avaient pris au mois d'août. Donc sur le territoire russe. Voilà, sur le territoire russe, dont il faut rappeler que le président Poutine avait demandé que ça soit reconquis en octobre, puis en décembre. Puis finalement, il en met quasiment plus de 6 mois, en concentrant toutes les meilleures troupes russes. Et effectivement, ils ont réussi à reprendre cette poche. Il y a des actions dans cette région-là, et dans la région de Soumy en particulier, qui est un peu plus au nord, et dont on pense que c'est un axe, puisque le président Poutine a dit qu'il voulait installer une zone tampon
en fait, entre la frontière ukrainienne et la Russie. Mais ça avance vraiment très très peu. Maintenant, les renseignements ukrainiens disent qu'aujourd'hui, les Russes sont en train de concentrer des forces pour une nouvelle offensive, l'offensive de printemps, puisqu'on sait que c'est le moment où il peut y avoir effectivement des effets avec un terrain qui est plus facile. Mais pour l'instant, non, ça ne progresse pas beaucoup. Alors justement, Patricia Lémonière, cette offensive de printemps, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Elle semble logique dans le contexte. Ça serait aussi une sorte de bras d'honneur, j'allais dire, de Vladimir Poutine à Donald Trump. Hein. Alors, effectivement, tous les ans, régulièrement, après ce fameux dégel et les soldes redevenant durs, il y a des offensives qui sont menées, des offensives qui ont été menées parfois par les Ukrainiens et donc parfois par les Russes. Là, ce qu'il faut, j'ajoute juste un petit quelque chose à ce que vient de dire le général. Autour de Pokrov, les Ukrainiens, très heureux, ont annoncé des avancées. Ils ont lancé quelques petites contre-offensives et ils ont repris un peu de terrain. Enfin, c'est minime, hein, parce que vous le dites, c'est millimétrique ce qui est en train de se passer. Et évidemment, ils redoutent une offensive massive des Russes parce que ça serait tout à l'avantage de l'armée russe parce que les Ukrainiens sont à court quand même de matériel. On voit bien que côté polonais, les Américains sont en train de se désengager puisque leur hub logistique qui leur a permis d'amener toutes ces armes effectivement en Ukraine est en train de se vider. Tout est rapatrié. Alors tout le monde un peu redoute un désengagement qui irait plus avant des Américains, mais ça je pense qu'il faudra effectivement attendre le sommet de l'OTAN qui se déroule dans quelques mois. Là, on en saura plus. Mais donc, il y a une grosse inquiétude côté ukrainien. Et côté, ce qu'ils ont besoin, en fait, c'est qu'on continue à livrer des armes, nous, et on voit bien nos difficultés aujourd'hui, alors que l'on avait annoncé que l'Europe allait tirer ses 150 milliards d'aide à l'Ukraine, plus les autres qui seraient des emprunts. Pour l'instant, on se concentre. On y reviendra sur le dossier des armes. Côté américain, Jérôme Viala-Godefroy, le président Trump, il voit quand même ce compte à rebours des 100 jours, puisqu'il avait annoncé qu'il allait régler tout ça en 100 jours. Je crois qu'on est à 87 jours, on a fait le calcul depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche. Il voit ce compte à rebours se rapprocher. C'est quoi son état d'esprit sur le dossier ukrainien ? Alors, c'est toujours difficile d'être dans la tête de Donald Trump, quand même. Il faut, je suis pas sûr qu'on souhaite y être. Voilà, et en plus, c'est pas évident. Mais par contre, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une certaine lassitude de cette gouvernance par rapport à l'Ukraine notamment. Il n'aime pas les détails, il faut que ça aille vite. Il faut en fait, son but, c'est pas forcément les détails de ce qui peut se passer, c'est plutôt d'arriver à pouvoir dire qu'il a gagné à la fin. Et donc, c'est pas tant la gouvernance que le résultat qui compte. Il y a une forme de lassitude ou presque de désintérêt. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Peut-être pas, quand même. Je ne sais pas si c'est vraiment du désintérêt, mais en tout cas, là, il est concentré aussi sur beaucoup d'autres sujets, y compris à l'intérieur des États-Unis. Il faut voir que l'électorat américain est plus concentré sur ce qui se passe aussi au niveau domestique que ce qui se passe en Ukraine. Ça, c'est vraiment l'Europe qui est plus concentré là-dessus. Et quant à Donald Trump, lui, il a laissé justement là Witkoff et Rubio un petit peu en charge parce que voilà, il sent que là, il est un peu face à un mur. Mais c'est vrai que ce qui est très très étonnant, c'est de voir quand même des négociations avec un Witkoff qui est totalement, qui se met pro-russe. On y vient dans un instant à ce qui s'est passé, ce qui s'est joué aujourd'hui à Paris, et on va vraiment prendre le temps d'y venir en détail. Mais peut-être sur le plan général, ne venons pas tout de suite à ce qui s'est joué à l'Élysée aujourd'hui. Notre titre, c'est Donald Trump, Vladimir Poutine a-t-il roulé Donald Trump ? On est volontairement un peu rentre dedans, mais une déclaration de Volodymyr Zelensky aujourd'hui, il accuse l'émissaire américain Witkoff, c'est l'émissaire personnel de Donald Trump, je cite le président ukrainien, d'avoir, ouvrez les guillemets, adopté la stratégie russe. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces négociations menées par Donald Trump ? Oui, non, mais tout à fait. Monsieur Witkoff, qui reprend, c'est le grand copain de golf au passage, et puis de tractation immobilière. C'est ça. Donc là, on lui demande de traiter à la fois l'Ukraine, le Proche-Orient et l'Iran. Alors, il est sûrement très très fort, mais en fait, ça doit être compliqué quand même. Mais il a une approche. Est-ce que Donald Trump est en train de se faire avoir ?
Il est pas en train. Je ne pense pas qu'il est en train de se faire avoir. Le problème, c'est que depuis le départ, il a pris la position russe. Oui. Et là, pour illustrer ce que vous disiez, M. Witkoff revient de Moscou en disant, finalement, si on cède les 5 oblasts, tout va bien. Mais il oublie de dire quelque chose, c'est que les Russes n'occupent pas les 5 oblasts. Ça veut dire qu'il faudrait dire aux Ukrainiens, arrêtez-vous de vous battre, reculez, cédez le terrain. Parce que M. Poutine, lui, dit, ces Saint-Oblast, ils sont russes. Il faut rappeler qu'ils ont été annexés. Donc je ne peux pas me permettre de laisser du territoire russe occupé par des Ukrainiens. Mais les Ukrainiens, ils disent, non, mais le territoire, il est ukrainien. Et nous, on est encore dessus. Donc il y a un peu un dialogue de sourds. La capacité des Ukrainiens à défendre leur territoire. Je me souviens d'une caricature, je ne sais plus dans quel quotidien américain elle était publiée. Alors c'est toujours nul de raconter une caricature. Ouais. J'y pense juste maintenant, on aurait dû la retrouver. Mais c'est une table de poker. On a Vladimir Poutine d'un côté avec une montagne de jetons, d'argent, de dollars, et de l'autre côté de la table, il y a un Donald Trump à poil, nu. Voilà. Est-ce que cette critique d'un Trump qui se fait avoir, elle infuse un peu dans la société américaine ailleurs que dans les médias hostiles à Donald Trump? Alors non, je pense que dans la société américaine, pour l'instant, ils sont vraiment très loin de ça. Ce qu'ils regardent, c'est plutôt l'économie, c'est plutôt le concret de ce qui se passe éventuellement. Le prix d'une douzaine d'œufs. Le prix d'une douzaine d'œufs, ça c'est extrêmement important. Ouais. Mais je pense que s'il est victime de quelque chose, c'est une victime consentante. En tout cas, il continue, il a parlé à un moment donné de sanctions, mais évidemment, il ne les a jamais appliquées. Il n'a jamais mis de sanctions plus fortes sur la Russie, alors que c'est ce qu'il aurait pu faire. Et puis, il continue à avoir ce récit qui est toujours un récit pro-russe. Enfin, c'est que même après les dernières, quand il y a eu le massacre là à Soumy, il a tout de suite adopté le récit russe en disant que c'était une erreur. C'était une erreur, c'est pas de leur faute. Et puis après, en disant également, enfin quand même, commencer une guerre où on est beaucoup plus faible en parlant de Zelensky, c'est commencer une guerre. Enfin voilà. J'ai été particulièrement choqué par cette formulation. C'est vraiment la rhétorique. C'est la rhétorique. Et il faut pas oublier que c'est ancien déjà dans son premier mandat en 2018 à Helsinki, il avait pris fait et cause pour le récit de Trump, de Poutine contre ses propres agences de renseignement. Patricia, un mot. Oui, moi je crois que vous avez tout à fait raison. Donald Trump, lui, il veut en quelque sorte en finir. Ces histoires, ça commence à l'ennuyer. Ça dure depuis trop longtemps. Il veut ses deals. Et pour avoir ses deals, comme ma foi, il s'entend plutôt bien. Il trouve que ce monsieur Poutine est plutôt un brave garçon, comme il dit. C'est un brave homme, c'est un mec bien, comme il dit. Et il veut passer un deal tout de suite avec lui. Et il se moque ce que les Ukrainiens demandent et ce que l'Europe demande, il n'en a que faire. Et pour avoir ce deal, il est prêt à passer là-dessus. Alors je ne suis pas sûre, en revanche, qu'il puisse passer sur tout. Parce que pour certaines choses, et nous allons sûrement y revenir, pour ce qui concerne les sanctions économiques, il a besoin de nous, il a besoin de l'Europe. Elles ne marcheront pas, cette levée des sanctions économiques, si l'Europe n'accepte pas de les lever. Or, c'est ce que Poutine lui demande. Il demande non seulement qu'il lui accorde les 5 oblasts, il demande non seulement que notre ami Zelensky s'en aille et que l'Ukraine soit démilitarisée, mais il veut aussi une levée des sanctions. Et ça, l'Europe, c'est l'épine dans le pied de Donald Trump. Et donc, ça nous ramène au cœur de l'actualité de ce jour, puisque c'est à l'Élysée que le sort de l'Ukraine se discutait aujourd'hui, Sophie, avec un Emmanuel Macron, peut-être au centre du jeu européen et de ses négociations. Alors au moins, on sait que c'est Paris qui est en ce jour au centre des négociations. C'est la ville de Paris. Pour le reste, c'est un peu l'inconnu. Il y a la présence d'un proche du président ukrainien, de représentants britanniques, allemands. L'affaire ressemble en réalité à un round de négociations en plus de ceux qui se sont déjà déroulés ces derniers mois dans la capitale française. Sans doute que la cantine de l'Élysée est bonne, mais sans doute que ce n'est pas la seule raison. On l'espère. Et pourquoi Paris, me direz-vous? La paix patine, et pourquoi pas, moi je vous réponds, la paix patine, et Donald Trump est pressé d'obtenir son minerai ukrainien d'abord, et puis la paix, on en parlait, ces négociations sur les sanctions, mais il refuse de s'entretenir avec la chef de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, autant qu'avec la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, qui est allée à Washington sans être reçue. Mais la nature a horreur du vide. Et puis il y a Emmanuel Macron. Vladimir Poutine, lui, campe sur ses positions et s'agace visiblement du rôle que se donnent Paris et l'Europe
de cette coalition de volontaires prête à se rendre en Ukraine. Et d'ailleurs, le ton monte côté russe. Absolument. Il y a beaucoup de gens, de structures, de pays qui essaient de perturber notre dialogue avec les États-Unis. C'est agacé en milieu de journée aujourd'hui l'émissaire russe pour les questions économiques internationales, Kirill Dmitriev. Et on en est à se demander, Thomas, si le nouveau tsar de la Russie, donc Vladimir Poutine, ne rêve pas de son prédécesseur Alexandre Ier, qui était, souvenons-nous, entré dans Paris il y a 2 siècles, occupant avec d'autres, des alliés européens, occupant le palais de l'Élysée et faisant camper ses cosaques à ses pieds à la grande frayeur des Parisiens. Oui, effectivement. Que viennent présenter les Américains, là ? Il y a 2 émissaires, le secrétaire d'État Marc Rubio et celui dont on parlait, Steve Witkoff, émissaire personnel de Donald Trump. Ils viennent... C'est difficile parce qu'il y a pas mal de secrets autour de cette réunion, mais avec quoi viennent-ils dans leur valise ? Alors, il y a 2 options. L'option 1, qui est peu partagée, mais bon, que je vous livre, ils veulent présenter leur plan aux Européens. Ils veulent dire, voilà où nous en sommes avec Vladimir, notre ami, et donc voilà ce que nous souhaiterions que vous acceptiez. Et si vous ne voulez pas, eh bien on ira tout seul. Option, c'est cette option-là. L'autre option, c'est simplement, voilà, ils sont un peu embêtés maintenant. Parce que notre ami l'ami Vladimir de Donald Trump est de plus en plus difficile et semble ne pas du tout vouloir arrêter la guerre en ce moment. Et donc les Européens, en particulier Emmanuel Macron, a une certaine pratique de la Russie, et donc ils voudraient, alors là, moi j'y crois peu aussi, prendre quelques conseils auprès de leurs amis européens, ou en tout cas voir vers quoi ils pourraient bien vouloir négocier. Si vous voulez, paradoxalement, moi je suis plus l'option 1, qu'ils veuillent imposer leur vue aux Européens, mais je crois que le général n'est pas, de mon point de vue, on en a parlé. Très bien, mais c'est pas bien de commencer à faire le débat en coulisses. Est-ce que vous pensez que cette étape est importante, Dominique Trinquant ? Moi je crois que cette étape est importante parce que, comme ça a été dit, les Américains sont embêtés. Ils n'ont aucun accord. Il n'y a rien. Absolument rien. Donc, ils viennent là où les Européens disent depuis longtemps, il n'y aura pas d'accord sur l'Ukraine sans l'Ukraine, et l'Ukraine dit les Européens. Donc, il y a le bloc, si vous voulez, européen, ukrainien. Et là-dedans, on a les 2 personnages américains. Vous avez Witkoff, dont on a dit qu'il parle le langage de Poutine, donc là, on sait à quoi on s'attend. Mais vous avez Rubio. Et Monsieur Rubio, lui, il est beaucoup plus proche de la position ukrainienne. Donc moi, je trouve très intéressant que les 2 soient venus. C'est pas seulement la voix de Poutine et de Trump qui vient en la personne de M. Witkoff, c'est aussi celui qui, vous l'aviez vu quand il y avait eu l'algarade entre M. Zelensky et M. Vance et M. Trump, dans le bureau, lui il était derrière, il disait rien. Il semblait très embêté d'ailleurs par ce qui se passait. Donc on a d'une certaine façon un allié. Moi je crois qu'effectivement M. Trump est très embêté parce qu'il n'a rien. Il faut faire quelque chose. Il a un peu besoin des Européens, quand même. Et je trouve que la réaction des Russes est extrêmement intéressante. D'un seul coup, ils sont en train de dire, zut, on était en train de discuter entre les grands, Trump, Poutine, et là, c'est peut-être en train de nous échapper. Et là, ça ne nous va pas du tout. Et maintenant, quelle va être la capacité, aujourd'hui, de faire changer M. Trump, ça c'est un autre sujet, parce que tous les bruits, toutes les enquêtes qui ont été faites montrent qu'il est totalement entre les mains de Moscou. Totalement. Donc la question, c'est comment il va le changer, alors que... quelle capacité a un Emmanuel Macron avec le Premier ministre britannique, parce que c'est un peu ce duo, on va dire, qui mène le jeu côté européen sur ce dossier ukrainien. Quelle capacité ce duo a à faire plier Donald Trump ? C'est-à-dire qu'au bout du compte, Donald Trump ne pourra pas faire un accord seul avec M. Poutine. Ça n'est pas possible. On parlait tout à l'heure sur le domaine économique. Il ne pourra pas. Deuxième temps, on parle toujours des forces européennes qui pourraient aller en Ukraine. En fait, c'est une façon pour les Européens de dire, regardez, nous on est sur la table et on met, vous savez comme au poker, on met des choses sur la table. Donc c'est la coalition des volontaires dont on parle. Peut-être sur je veux bien qu'on revienne un peu plus en détail sur ce duo là qu'on voit en photo derrière moi. Marc Rubio, le secrétaire d'État, c'est l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères. Il a quand même avalé pas mal de couleuvres, on va dire, depuis qu'il est revenu.
Absolument. Et alors, lui, il avait toujours une position anti-russe parce qu'il il est d'origine cubaine, il est très anticommuniste, il est contre anti-Chine aussi. Enfin, et c'était un faucon, hein, vraiment. Il était connu pour ça au Congrès. Et puis, il est revenu il a été pro-Ukraine pendant très très longtemps. Enfin, vraiment, il a pris des positions très très fortes. Il a fait des discours très forts là-dessus. Et puis, il a accepté, il a embrassé la main de Trump, a accepté de faire partie de son cabinet et il a totalement changé. Enfin, sur certains, il prend des positions qui sont très contradictoires et à l'encontre de ce qu'il prenait comme position quelques mois auparavant et encore plus quelques années avant. Donc, c'est très difficile de savoir ce qu'il va être capable vraiment de faire. Est-ce qu'il va être entendu? Est-ce que ça va être un fusible au cas où ça ne marcherait pas? C'est vraiment très compliqué. Il y a eu pas mal de... Allez-y, mais par contre, il y a deux choses qui me semblent importantes, c'est que je pense qu'il y a une tentative aussi de Donald Trump d'essayer de diviser l'Europe. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé à Bruxelles et il refuse. Et il va voir. Alors, on peut être content qu'il vienne à Paris, mais voilà, c'est pas lui, c'est son. Oui, enfin, qu'il envoie. Mais il reçoit aujourd'hui Giorgia Meloni. Et il reçoit Giorgia Meloni. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va sans doute un peu plus parler commerce, mais bon. Oui, mais ça peut être aussi une donnée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure que Donald Trump mettre dans cette négociation, dans cette pression qu'il voudrait mettre sur l'Europe, les tarifs douaniers. Oui. Sachant que J.D. Vance est à Rome. Ouais. Pardon, on vous sachant que J.D. Vance est à Rome en ce moment. Oui, effectivement. Donc il y a aussi peut-être qu'il y a en ce moment un journaliste italien qui fait un débat en disant c'est à Rome que se joue le sort de l'Ukraine pour les prochaines semaines. Peut-être sur cette réunion à l'Élysée, il y a eu pas mal. Enfin, on a été informé assez tard en fait de cette réunion. Il y a eu pas mal de secrets autour. Comment vous l'expliquez ça, Patricia? Parce que peut-être que jusqu'au dernier moment, elle risquait de ne pas se tenir. Parce que comment on peut expliquer ça? Qu'elle risquait de ne pas se tenir et je pense surtout que Donald Trump n'avait pas donné son aval. Donc tout tient à la personnalité du grand chef. Je pense aussi qu'il faut voir qu'il y a l'homme qui est en charge de l'Ukraine auprès, en théorie, de Donald Trump, qui est Kellogg, qui est un militaire qui n'est pas là. Et c'est l'homme que les Russes ont demandé qu'il ne soit pas dans les négociations parce qu'il est trop pro-ukrainien. C'est quand même aussi un signe, l'homme le plus soi-disant pro-ukrainien de tous ces personnages-là, eh bien, est absent de Paris, quand même. Il n'est pas là, Kellogg. Donc, il a fait sa fameuse sortie qui n'a peut-être pas plu à Trump, puisque c'est lui qui nous a annoncé ce fameux plan de division de l'Ukraine. Il y a ça, donc il y a le fait qu'à mon avis, Trump n'avait pas donné totalement son accord. Et puis, je pense aussi que les Français ont insisté pour que les Ukrainiens soient là. Et que ça a dû faire aussi partie des difficultés, des points de friction qui ont sûrement ralenti une annonce et peut-être au tout dernier moment. D'ailleurs, on l'a appris, tout ça, on l'a appris par un tweet des Ukrainiens arrivant à Paris en disant on est là pour les fameuses discussions. Très fort. Oui, c'est pas mal, effectivement. Et alors, vous disiez que ça commençait à agacer aussi la Russie. La France, qui est quand même une cible privilégiée de la Russie, on en a eu la confirmation avec une enquête dont vous allez nous parler, Sophie. Je vous montre juste cet article des Échos. La France victime d'une campagne de propagande russe de grande ampleur. De quoi on parle? Eh bien, on parle effectivement, je vous parlais des Cosaques tout à l'heure. On a nos Cosaques modernes, des gens sans foi ni loi, si on pense que les Cosaques n'en avaient pas, qui sont en sweat à capuche, plutôt penchés sur leurs écrans que effectivement sur leurs chevaux sur les Champs-Élysées. Et on a eu effectivement une agence très intéressante, une start-up qui s'appelle NewsGuard, qui a été fondée aux États-Unis par 2 journalistes, dont un qui est aussi avocat, et qui a son agence en France qui est dirigée par Chine Labé. Et ce sont eux qui ont sorti ces informations sur des manipulations de très grande ampleur. On parle de millions, des manipulations évidemment. 50 millions de vidéos vues, quoi. C'est pas rien. C'est colossal. Ce n'est pas qu'en France, évidemment, c'est en Afrique francophone, dans des zones où l'influence française a besoin d'être contrée. Et c'est clairement la France qui est ciblée. Et ce sont des vidéos qui s'attaquent à Emmanuel Macron directement ou à son épouse, ou qui peuvent porter sur les intérêts de la France en matière de sécurité, avec notamment des fausses vidéos conçues par l'intelligence artificielle de pseudo-islamistes terroristes qui auraient le projet de faire brûler à nouveau Notre-Dame. Et donc on en est là, et effectivement on voit bien que la France est dans l'œil du cyclone du Kremlin. Peut-être un mot là-dessus, il y a encore beaucoup de thèmes à aborder, mais pourquoi la France est une cible privilégiée
privilégié de la Russie? Parce qu'il y a d'autres pays d'Europe qui sont quand même engagés. Pour deux raisons. D'abord, parce que la crédibilité de la France. Il faut rappeler que c'est la seule puissance nucléaire européenne autonome, avec une armée qui est reconnue en Europe comme une armée. Donc, c'est les seuls qui sont vraiment crédibles, avec une position européenne de longue date. Les autres Européens commencent à s'y rallier. Enfin, le président Macron, ça fait longtemps et on en a parlé il y a longtemps. Donc ça, c'est la crédibilité. C'est le premier point. Deuxième point, c'est un côté plus affectif. En Russie, les Russes adorent la France. Moi, je suis allé souvent en Russie. On vous parle des chanteurs français qu'on n'entend plus en France. On les entend en Russie. Ils aiment beaucoup la France. Donc, il faut arriver à décrocher cette population russe de ce sentiment pro-français. Et donc, je crois que ce sont les deux raisons. Et pour revenir sur ces manipulations, c'est la fabrique du mensonge. Il y a un film qui sort bientôt, Les ingénieurs du chaos, c'est un livre qui est sorti il y a quelque temps, La fabrique du mensonge, c'est extraordinaire. Et puis là, je vais vous dire, les Russes, ils ont quand même un siècle d'avance sur nous. Les bolcheviks connaissaient bien le truc. Les Russes aujourd'hui. Fort aussi, mais bon. Non, parce que eux, c'est dans les attaques. On essaye de se consoler. Non, dans les attaques, eux, c'est open bar. Vous pouvez y aller, c'est pas un problème. Vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation. Vous attaquez. Bon, à l'instant, première réaction du président français à l'issue de ce rendez-vous entre donc Français, Américains, Ukrainiens, Britanniques et Allemands. Il évoque, Emmanuel Macron, une occasion importante d'avoir une convergence. Je ne sais pas trop où ça nous mène. Ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas eu grand-chose qui en ressort. Non, vous savez, une négociation comme ça, quand on vient de deux planètes différentes, c'est un peu compliqué de se retrouver sur la planète Terre et à Paris en particulier. Il ne fallait pas en attendre trop non plus, c'est ça? Bon, c'est un peu tôt pour en tirer une leçon définitive. Attendons d'avoir d'autres échos. C'est définitivement tôt. Et puis, moi, je crois que l'intérêt des Français, des Anglais et des Allemands, c'est d'écouter ce qu'ils ont à dire, ces Américains. Parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas en détail ce qui s'est passé avec Vladimir Poutine. On ne sait rien sur les négociations en détail. On ne sait rien sur ce qui se passe pour Gaza, on en sait encore moins ce qui se passe sur l'Iran, et encore plus sur tout ce qui est commercial, c'est à peu près la seule chose où on en sait un petit peu plus. Mais ce que j'ai envie de dire, je pense qu'il y avait une appétence du président français d'écouter ses interlocuteurs. C'est peut-être là la convergence, c'est de partager quelques idées. Je fais confiance au président pour quand même essayer d'écouter et de poser les bonnes questions. C'est une stratégie, parce qu'il faut voir que on a vu ce qui s'est passé avec Segal et les échanges qu'il y a eu hors de tout ce qui est officiel. Et c'est aussi une manière parce qu'il y a des lois aux États-Unis qui obligent que tout ce qui est officiel soit gardé dans les archives et puisse apparaître. Alors justement, mais c'est totalement illégal. Et en fait, il passe par d'autres canaux. Et c'est une vraie stratégie de cacher les choses. Et c'est aussi une manière d'avoir du pouvoir, en fait, et de faire croire plein de choses, de pouvoir laisser les gens dans l'expectative, y compris d'ailleurs les Européens. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'au final, quoi qu'il se passe, ça sera Trump au final qui décidera. Et c'est ça le problème, c'est que toute décision qui est prise maintenant, elle dépendra de ce que fera le président. Mais c'est une façon de faire de l'influence. Le président Macron dit qu'il parle souvent à Trump. C'est bien. Mais parler à Witkoff directement, c'est une façon d'influencer le président Trump. De même, il faut rappeler que M. Lecornu, le ministre des Armées, est à Washington en ce moment, et va discuter avec un autre personnage quand même assez surprenant. Étrange lui aussi, Et donc, c'est important. Qui est le ministre de la Défense. Qui est un drôle de type. Et donc, c'est non, mais je le dis en simplifiant. Mais pourquoi? Parce qu'il fait beaucoup de pompes devant les Marines, mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. On lui demande plutôt c'est un ancien journaliste, si je... Oui, qui a été dans la réserviste. Mais donc je pense qu'il y a aussi une menace d'influence à avoir auprès de ceux qui peuvent faire changer la vision du président Trump. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur lui, mais sur son entourage également. Alors, on est vraiment au cœur de l'actualité. Il y a beaucoup de déclarations. Il y en a qui viennent de Giorgia Meloni, qui est à Washington. Il y en a qui viennent de Volodymyr Zelensky, notamment sur le deal avec les États-Unis. À l'instant, le président ukrainien affirme que son pays est prêt à acheter au moins 10 systèmes de défense antiaérienne patriotes aux États-Unis. C'est un système que Kiev réclamait aux alliés sous forme d'aide. Et là, il dit « je suis prêt », l'Ukraine est prête à l'acheter. Ça nous amène à la question d'un autre deal entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Évidemment, on va parler du sous-sol ukrainien avec Alexandre Poussard. Tout de suite, puisqu'il semblerait, bonsoir Alexandre, que Kiev est proche de conclure un accord avec les Américains sur l'exploitation
gestion des ressources naturelles du pays, et notamment, on en parle de ces minerais. Et oui, c'est la ministre ukrainienne de l'économie qui l'a annoncé hier. Je la cite, nos équipes techniques, donc ukrainiennes et américaines, ont travaillé ensemble de façon très substantielle sur cet accord. Il y a des progrès significatifs. Cet accord offrira des opportunités d'investissement, de développement en Ukraine et créera les conditions d'une croissance économique tangible tant pour l'Ukraine que pour les États-Unis. Washington dit même de son côté que l'accord pourrait être signé cette semaine, mais Kiev temporise, il y a quand même des détails à régler. Et puis le Parlement ukrainien devra ratifier ce texte conclu avec les Américains. Alors on est encore au conditionnel. Ce serait l'aboutissement de 2 mois de négociations compliquées entre Kiev et l'administration Trump. Et oui, rappelez-vous, fin février, Volodymyr Zelensky venait à la Maison-Blanche spécialement pour signer cet accord sur les minerais ukrainiens. Et puis on connaît la suite, l'humiliation publique du président ukrainien devant les caméras du monde entier et l'échec des négociations avec les Américains. Alors 1 mois plus tard, l'administration Trump a proposé une nouvelle version de cet accord sur les minerais à Volodymyr Zelensky dans les termes suivants. Les États-Unis prendraient le contrôle de l'exploitation de nombreuses ressources naturelles de l'Ukraine, mais aussi des infrastructures qui y sont liées, comme des routes, des voies ferrées, des ports. Les recettes de ces activités minières seraient réparties entre les États-Unis et l'Ukraine, jusqu'à ce que Washington soit remboursé de l'intégralité de l'aide américaine versée à l'Ukraine depuis 2022. Alors le montant n'est pas encore précisé, mais il devrait s'élever aux alentours de 120 milliards de dollars. Cette proposition formulée fin mars n'était pas du tout acceptable pour Volodymyr Zelensky, car il estimait que cela revenait à faire de son pays un vassal des États-Unis, d'où ces dernières semaines de négociations qui, semble-t-il, sont en train d'aboutir. Et alors pourquoi un tel accord est aussi important pour le président américain? Eh bien parce que le sous-sol ukrainien serait truffé de ces minerais essentiels à la fabrication de certaines technologies, comme on le voit sur cette carte de nos confrères du site d'information Toute l'Europe. Parmi ces minerais, il y a le titane qui est très prisé dans l'aéronautique et l'armement. Il y a également le lithium, le graphite utilisé pour fabriquer les batteries des voitures électriques. D'ailleurs, 20% des réserves mondiales de graphite se trouveraient en Ukraine. Et puis, il y a les fameuses terres rares, indispensables à la fabrication des technologies numériques, notamment américaines. Et aujourd'hui, les États-Unis sont extrêmement dépendants de la Chine sur ce point, puisqu'ils importent de Chine 70% de leurs terres rares. Merci beaucoup, Alexandra. À tout à l'heure pour notre second débat. On l'a dit, Donald Trump, il a besoin d'un premier succès médiatique, Jérôme Viala-Godefroy. Peut-être qu'il le tient, ou en tout cas, il le tiendrait. Comment il parle du sous-sol ukrainien aux Américains? Il en parle en termes de richesse et qu'il faut s'accaparer. Et c'est un petit peu d'ailleurs le même genre de choses qu'on entend sur le Groenland, sur le Canada. Et ça, c'est la vision globale de Donald Trump. C'est une vision mercantiliste qui date de la fin du 19e. On se retrouve vraiment, il nomme d'ailleurs McKinley, le président McKinley, qui était à la fin du 19e siècle le président américain, qui était un président impérialiste et qui était dans cette idée qu'il fallait effectivement, qu'il y avait des richesses et c'est pour ça aussi que tout ce qui concerne les tarifs douaniers, par exemple, qui sont basés sur cette idée qu'il y a toujours... en fait, c'est que c'est un jeu à somme nulle et que finalement, ce qu'on n'a pas, c'est les autres qui l'ont. Et donc, voilà, il faut avoir la richesse, il faut faire rentrer la richesse de l'extérieur et que ça soit par les tarifs douaniers ou par l'exploitation des sous-sols d'autres pays. Ouais. Un tel accord, on n'y est pas, parce que là, on a vu la carte avec... Il y a très peu de ces zones qui sont exploitées aujourd'hui. Donc, il faut valider le fait que le sous-sol soit riche, lancer le processus d'exploitation. Enfin bon, ça va prendre des années avant que ça rapporte... 30 ans, vous nous dites. Bon, voilà. Mais si on se projette, et si on ne se projetait, est-ce qu'un tel accord pourrait aussi, d'une certaine façon, protéger l'Ukraine à partir du moment où des entreprises américaines sont sur le sol ukrainien? C'est l'un des arguments utilisés par Donald Trump, d'ailleurs. C'est l'un des arguments utilisés par Donald Trump et c'est un des arguments derrière lequel se retranche le président Zelensky pour faire accepter l'inacceptable à son pays, parce que quand même, c'est quand même perdre toute sa souveraineté sur ses terres. Donc, et puis en plus, il y a les centrales électriques, il y a la centrale de Zaporijjia, il y a des tas d'autres choses qui sont en jeu dans cet accord. Alors, il a fait diminuer les prix, parce qu'au départ, la dette ukrainienne évaluée
évalué par le président Trump était de 350, je crois, milliards. Maintenant, on est tombé à 120. Donc, vous voyez à quel point on est dans une espèce de rapport totalement mercantile. Alors, effectivement, ce que dit le président Zelensky à son bon peuple, en quelque sorte, c'est que oui, on aura des Américains sur notre sol et donc les Russes n'oseront pas attaquer. Et cette idée est renforcée par le président Trump. Mais on sait très bien, on a très bien vu, nous tous, autour de cette table, les Américains, comment ils exploitent les gisements à l'étranger. Ils emploient des sociétés privées. Il n'y a aucun représentant officiel américain réellement sur le sol. Le directeur vient de temps en temps en avion et en hélicoptère, entouré de gardes du corps dans les zones étrangères. C'est une totale fausse protection. Bon, on ouvre un dernier chapitre, il nous reste une dizaine de minutes, sur la question des armes, et elle est évidemment ô combien importante sur le sort de l'Ukraine et de ce conflit. Et je vous propose d'écouter l'une des toutes dernières déclarations du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Écoutez bien, il accuse la Chine de fournir des armes à la Russie et de participer à la production de certaines armes sur le territoire russe. Volodymyr Zelensky. C'est une information importante, mais peu réjouissante. Nous avons enfin reçu des informations selon lesquelles la Chine fournit des armes à la Fédération de Russie. Nous sommes prêts à en discuter en détail. En particulier, nous pensons que des représentants chinois sont impliqués dans la production de certaines armes sur le territoire de la Russie. Dominique Trinquant, on a un président ukrainien offensif dans ses déclarations aujourd'hui. J'en ai cité plusieurs sur cette question des armes. Pourquoi dit-il ça aujourd'hui? Sans doute parce qu'il vient d'obtenir de nouvelles informations. Mais qu'est-ce qu'il espère en retour, à la fois des États-Unis et peut-être de l'Europe? Non, mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, le président Zelensky n'a pas vraiment le choix. Il est obligé d'attaquer. Il se concentre beaucoup sur tout ce qui est périphérique à la Russie. On se souvient de la Corée du Nord, on se souvient de la Chine, où il y a eu 2 prisonniers qui ont été faits, qui étaient chinois, qui sont probablement des gens, des mercenaires qui ont traversé la frontière. Et là, il attaque sur l'armement, parce que c'est pas la peine d'attaquer l'Iran, ça servira à rien. C'est eux qui fournissent quand même l'essentiel. La Corée du Nord aussi, c'est eux qui fournissent l'essentiel. Mais les Chinois, là, c'est un événement intéressant. Et je pense que, je ne sais pas quelle information il a, mais l'armement qu'on appelle dual, c'est-à-dire les drones en particulier, qui peuvent servir... Ah oui, à du civil ou à exactement. Du militaire, Et ça, on le sait depuis longtemps, que les Chinois en fournissent beaucoup, qui sont capables d'en fabriquer énormément et en fournir à la Chine. Donc ils cherchent absolument à mêler la Chine à cette opération-là pour montrer aux Américains que les Chinois sont mêlés à cette affaire et sont dangereux. Parce que je rappelle que l'ennemi des Américains, pour l'instant, c'est la Chine. Oui, et donc, il s'agit bien de les amener à concevoir ça. Oui. Surtout que vous en parliez tout à l'heure, Patricia, vous parliez de la Pologne. C'est-à-dire que les armes qui sont encore livrées, américaines, qui sont encore livrées aujourd'hui à l'Ukraine, ce sont celles qui avaient été promises par Joe Biden, en fait. Voilà, on est encore dans ce contrat-là. C'était la fin totale des livraisons. Pour revenir sur cette information divulguée aujourd'hui par le président Zelensky, elle est déjà sortie il y a quelques mois, et c'était par des sources européennes, des renseignements européens, mais personne finalement ne l'avait beaucoup reprise et en avait parlé sur une usine qui était à la frontière ouest de la Chine, donc assez... tout à fait, à la frontière ouest, chez nos amis ouïghours, en quelque sorte, qui fabriquait des drones armés et pour la Russie. Et cette information n'a pas fait de vague, mais je pense que les Ukrainiens ont cherché un peu plus et ont obtenu sûrement des informations. Mais il est évident que la Russie, comme vous le disiez très justement, laisse passer des armements de type duel. Elle laisse aussi passer des tas de choses qui arrivent de Corée. Il faut savoir que 90% des obus qui sont reçus et qui sont tirés contre l'Ukraine, 90% viennent de Corée du Nord. C'est incroyable. Donc on voit bien à quel point la dépendance finalement de la Russie vis-à-vis de ses apports extérieurs est importante. Et donc taper sur un des alliés est important aussi. Avec évidemment, si les États-Unis coupent le robinet, la question de l'Europe peut-elle prendre le relais? Le futur chancelier allemand Friedrich Merz a évoqué la possibilité de livrer des missiles Taurus, ce qui provoque cette menace venue de la Russie, la porte-parole de la diplomatie russe.
toute frappe contre des cibles russes ou des infrastructures de transport critiques. Et je vous rappelle que le chancelier allemand a explicitement cité le pont de Crimée comme cible potentielle, sera considéré comme une participation directe de l'Allemagne aux hostilités aux côtés du régime de Kiev, avec toutes les conséquences que cela implique pour l'Allemagne. Je reviens vers vous, Général Trinquant. Ces missiles Taurus, c'est quoi et pourquoi pourraient-ils jouer un rôle éventuel important ? C'est un rôle additionnel. C'est des missiles longue portée, un peu comme les Scalp français ou les Storm Shadow britanniques, avec une capacité de pénétration importante. Donc, ça serait un plus. Et puis, il faut rappeler que c'était les balbutiements du chancelier précédent, qui n'osait pas, qui avait toujours peur, etc. Hésitait, oui. Or, donc Friedrich Merz, il se décale aussi. Bien sûr, parce qu'il faut se souvenir simplement que, et on en parlait à propos de l'armement, les obus essentiellement fournis par la Corée du Nord, Poutine n'est jamais fort que de nos faiblesses. Hein. Donc il faut être fort. Et là, on avait besoin que les Allemands se joignent avec le nouveau chancelier. On a l'impression qu'effectivement, il y a un changement de posture. Et là, ça va commencer à inquiéter M. Poutine, parce que il n'a pas des moyens si gigantesques que ça. Et de se retrouver face à des Européens qui ont des capacités qui ont monté. On parlait des obus nord-coréens. Les Européens n'étaient pas capables de fournir des obus. Aujourd'hui, ils sont capables de fournir 3 millions d'obus par an à la Russie. Eh ben ça, on disait avant, il y avait un obus du côté ukrainien pour 6 obus du côté russe. Maintenant, c'est plutôt 1 pour 2 ou 1 pour 3. Donc la balance s'est rééquilibrée. Donc je pense que c'est très important. Les Européens sont en train de faire un double effort qui est d'armer l'Ukraine, parce que l'Ukraine est l'armée la plus forte européenne et c'est elle qui défendra l'Ukraine, mais d'armer aussi les Européens pour se préparer si M. Poutine venait à vouloir déraper vers les pays baltes, vers le sud, etc. Et donc c'est un double effort important pour les Européens. Il faudra voir aussi si le réseau Starlink va continuer d'être utilisé. Pour l'instant, il est utilisé par l'Ukraine, mais c'est pas du tout dit. Et je pense que donc on rappelle que c'est l'un des business d'Elon Musk, exactement, et qui au début du conflit d'ailleurs s'était retrouvé au centre d'un dilemme pour savoir s'il maintenait en état son réseau ou pas pour l'Ukraine. Tout à fait. Il s'est retrouvé finalement avec un pouvoir géopolitique réel. Oui, et puis là on voit que Poutine a fait des compliments sur Elon Musk. Je ne sais pas ce que ça préfigure, mais enfin en tout cas c'est assez rare qu'il fasse ce genre de choses. Et puis il y a eu aussi, parce qu'il faut voir aussi plus globalement qu'avec Doge aux États-Unis, la destruction qu'on a interne de l'État fédéral, c'est aussi une menace. Et il y a eu des connexions depuis la Russie. Il y a eu un lanceur d'alerte là qui en parlait encore hier dans les médias avec son avocat. Et donc c'est intéressant aussi pour la Russie d'exploiter ses faiblesses grâce à Elon Musk et son équipe Doge. On est dans quelque chose d'assez étonnant quand même. C'est-à-dire là, vous êtes en train de nous dire que l'équipe chargée de tailler dans les budgets de l'État fédéral américain, finalement, ça peut servir aussi les intérêts de Vladimir Poutine. Bien, tout à fait. D'accord. Patricia. Ça ouvre effectivement la porte à Vladimir Poutine. Je ne sais pas si sur Starlink, il est prêt à liquider Starlink à l'Ukraine, parce que c'est un homme d'affaires, Musk. Et il perd déjà beaucoup d'argent sur la marque Tesla. Ce serait un très mauvais signal qu'il envoie à ses potentiels futurs clients que de dire, simplement, je peux déconnecter mes accords commerciaux et les renvoyer et les rendre nuls et non advenus. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit aujourd'hui Zelensky sur son besoin en patriotes. Oui. Il a dit, effectivement, on voudrait commander 13 Donc il est prêt à acheter 10 systèmes de missiles patriotes. On a eu un coup de sang en Europe, on s'est dit, est-ce qu'il va acheter avec notre argent, finalement, ces missiles patriotes ma foi, ce que j'ai envie de dire, c'est sa grosse faiblesse, la défense des villes. On l'a bien vu à Soumy, là encore, avec 35 morts. Son gros problème, c'est si les villes, et là, vous savez qu'il y a en ce moment 50% de plus d'attaques sur les centres urbains en un mois. Donc, ce que Vladimir Poutine, il veut terroriser la population parce qu'il se rend bien compte qu'on est dans une négociation un peu dure. Et donc, Zelensky dit, mais il me faut des patriotes. Et bien, s'il faut que l'Europe mette l'argent au service de l'industrie américaine, ma foi, on a déjà commencé avec les avions. Ouais. Ça aurait permis d'éviter ce qui s'est passé à Soumy, une batterie de... Alors, on n'en sait rien, parce que vous savez, souvent on vous parle du dôme de fer israélien. Ça n'a rien à voir. Israël est un tout petit pays. Installer un dôme, c'est possible. L'Ukraine, c'est gigantesque. Mais en revanche, apporter une défense antiaérienne conséquente sur des pôles, mais combien de pôles ? Odessa, Kiev,
Quelle ville on choisit? C'est compliqué tout ça. Donc il n'y aura pas de défense à 100%, c'est pas vrai. Mais il faut la renforcer, c'est certain. Sur Starlink, il faut rappeler simplement que c'est la Pologne qui paye actuellement le contrat Starlink. Donc, de l'Ukraine. Ouais. Donc, monsieur Elon Musk, il n'est pas fou, il a besoin d'argent. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous, c'était passionnant. Je vais rappeler les titres de vos livres. Je commence avec vous, Patricia, Au cœur du chaos, publié aux éditions Artaud, d'un monde à l'autre. C'est chez Robert Laffont, Dominique Trinquant, et puis Les mots de Trump chez Dalloz. À très bientôt sur Public Sénat.